L'histoire pour elle n'est pas qu'une matière, c'est une vocation, une fidélité, un combat. Et si elle connaît bien l'histoire de France, c'est surtout à celle du Poitou qu'elle a consacré son cœur, son temps, ses mots. Elle connaît Poitiers comme peu le peuvent, ses rues, ses pierres, ses figures oubliées. Et derrière chaque clocher, chaque façade, chaque nom d'école ou de quartier, elle voit des récits à transmettre, des vies à faire revivre. Depuis des années, elle veille sur ce patrimoine trop souvent négligé, elle alerte, elle milite, elle écrit. Enseignante un jour, enseignante toujours. Même à la retraite, elle répond encore à l'appel des établissements quand l'histoire manque d'interprètes. Et quand elle n'enseigne pas, elle écrit une quinzaine d'ouvrages où les femmes tiennent la plume de l'histoire et où les oubliés du Poitou et de l'Ouest reprennent leur juste place. Elle raconte, elle révèle, elle redonne voix à celles que les siècles ont trop souvent réduites au silence. Nous allons avec elle aujourd'hui tordre le cou à certaines légendes et mythes de l'histoire de France. Elle a fondé aussi la Société des auteurs du Poitou-Charentes parce qu'elle croit à la force de la transmission et à l'ancrage des écrivains dans le territoire. C'est un peu notre mémoire régionale qui prend la parole. Isabelle Soulard, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour les entretiens de Diane de Poitiers. Bonjour Diane de Poitiers. Il faut bien commencer par les origines pour reprendre une formule de Simone de Beauvoir. Êtes-vous née historienne ou l'êtes-vous devenue? Non, je suis devenue, mais très jeune, grâce à mon grand-père. Mon grand-père était passionné d'histoire, de généalogie, de peinture, d'art. Il avait fait les beaux-arts d'ailleurs, il peignait. Et très rapidement, très jeune, il m'a emmené visiter des châteaux. Le premier, ça a été le château de l'Ordre de Malte à Jancey, et puis ça a été suivi de beaucoup d'autres. Donc je suis née historienne à l'âge de 6 ou 7 ans. Et quels sont les jalons qui ont compté dans votre parcours, justement dans votre formation d'historienne? Alors les jalons, ça a été des rencontres quand j'ai commencé à m'intéresser vers 10-12 ans aux civilisations précolombiennes, puisque j'ai eu la chance de rencontrer des archéologues spécialistes de ces lieux. Ensuite, deuxième rencontre des archéologues, cette fois-ci, qui m'ont amené à fouiller une abbaye, l'abbaye de Landévennec, qui m'ont amené à fouiller une motte féodale, la mode féodale de l'Esquelène, et puis ensuite des professeurs d'histoire absolument extraordinaires, voilà. C'est pour ça que vous êtes devenue aussi professeure d'histoire? Oui, probablement, mais de toute façon, je serais devenue professeure d'histoire probablement parce que c'est une véritable passion et j'adore transmettre tout simplement. Alors vous le disiez, donc vous m'avez appelée Diane de Poitiers. Cette émission s'appelle Diane de Poitiers en hommage à Diane de Poitiers, donc la favorite royale. Je n'ai pas encore expliqué le choix de cet éponyme, mais je savais que vous nous feriez l'honneur de votre présence dans cette émission. Donc j'ai tenu à ce que ce soit vous qui nous disiez qui était Diane de Poitiers. Quel a été son lien avec Poitiers, s'il y en avait un? Eh bien, Diane de Poitiers, c'était une favorite royale, on va dire ça comme ça, qui n'est jamais venue à Poitiers, qui a hérité son titre en quelque sorte d'un don d'un roi de France, et le roi donc lui a donné ce titre. Elle avait une grande propriété qui lui avait aussi offert, mais du côté d'Annette, aujourd'hui en Eure-et-Loire. Et vous pouvez encore visiter d'ailleurs le château d'Annette. J'ai travaillé à Annette, donc je connais par cœur cela. Et elle a vécu entre Paris, Annette, etc. Et elle n'est jamais descendue jusqu'à Poitiers. Donc l'éponyme, c'est pas forcément lié à notre Poitiers, la ville, donc dans la Vienne. C'est plutôt en lien, en tout cas, avec son nom de famille, oui. Le domaine de son père qui se retrouve plutôt du côté de la province, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc ça n'a rien à voir du tout avec Poitiers. Et très souvent, ces noms, justement, sont des noms qui sont donnés par tout simplement parce qu'il y a un domaine ou autre. Et c'est assez amusant de voir aussi que, par exemple, si on parle du Moyen-Âge à Poitiers, vous avez la femme d'un habitant de Poitiers qui s'appelle Jeanne de Bressuire, et beaucoup m'ont dit très souvent ah, mais c'était la femme du seigneur ou la fille du seigneur de Bressuire. Eh bien, pas du tout. Elle était originaire probablement de Bressuire. Elle a épousé Guillaume Torchet, et cette femme ne pouvait pas être de la famille des seigneurs de Bressuire. Pourquoi? Parce qu'ils s'appelaient Monsieur et Madame Beaumont, tout simplement. Donc vous voyez,
qu'il y a plein d'histoires comme ça, Il y a effectivement. plein d'histoires comme ça et généralement l'origine des noms c'est lié très souvent à un toponyme. Ça peut être lié aussi à une caractéristique physique. Par exemple, dans l'histoire des femmes dans la région, j'ai trouvé une Jeanne la Mercière, mais j'ai trouvé aussi une Jeanne tordue. Donc vous voyez, caractéristiques physiques, métier. Voilà. J'ai trouvé aussi une femme qui s'appelait Catherine Gatinel. Catherine Gatinel était la fille d'une personne qui s'appelait Gatineau. Donc, vous voyez, nom de famille, on va féminiser le nom de famille du père. En tout cas, Diane de Poitiers est connue, donc elle a marqué l'histoire de France, Oui, parce que c'est une bien favorite sûr. royale. Parce Oui. qu'elle... Alors justement, parce qu'il y a beaucoup de légendes sur sa vie, notamment celle sur le fait qu'elle était alors à la fois maîtresse de François Ier et de Oui. Henri II. Ouais. Mais en tout cas, il y a beaucoup de légendes comme ça qui... Il y a beaucoup de légendes Oui. comme ça. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est plutôt la fin de sa vie et notamment ce qu'elle a pu avaler pour garder sa beauté. On a dit toutes sortes de choses et notamment qu'elle consommait de l'or, qu'elle consommait toutes sortes de choses et que c'est cela qui l'aurait empoisonnée. Et il y a quelque temps, il y a eu des fouilles, on a retrouvé probablement son squelette et ça a permis de faire des analyses assez poussées. Donc ça, c'est plutôt le genre d'énigme qui va m'intéresser, même si je regarde ça de loin, puisque je suis médiéviste, elle n'est pas du Moyen-Âge. Et je m'intéresse surtout aux femmes de l'Ouest et du Poitou, et elle n'est pas de notre région. Tout à fait. Donc là, on va passer d'une figure de favorite royale alors qu'on appelait la plus que reine apparemment. Oui. Et ça c'est très intéressant. Oui. En fait, oui. C'est surtout l'interrogation que l'on peut avoir sur son rôle. Est-ce que ces femmes, en tant que favorites, elles avaient un véritable rôle politique? Est-ce qu'elles avaient un pouvoir politique? C'est valable pour elles. C'est valable un peu plus tard pour d'autres femmes. Je pense à Catherine de Médicis, à Marine de Médicis, par exemple, qui ont eu un véritable pouvoir, mais en même temps que l'on voit comme étant entachées. En effet, il y a toujours une histoire de sorcellerie derrière, de poison, etc. Et on voit toujours apparaître une figure masculine derrière. Donc, les femmes qui ont le pouvoir, voilà, ça pose une question au niveau, en tout cas, des reines et régentes. Et puis, pour les favorites royales, est-ce que, par exemple, alors deux femmes qui sont d'ici, Madame de Montespan et Madame de Maintenon, auprès de Louis XIV, est-ce qu'elles ont eu un véritable pouvoir politique? Est-ce qu'elles ont influencé le roi, etc. Ça, ce sont des questions extrêmement intéressantes, parce que ça pose la question de la place de la femme à une époque où on dit que la femme avait quasiment pas de pouvoir. Donc, vous le dites, c'est une question très importante, la question du pouvoir. Donc, on va passer d'une favorite dans l'ombre, cette fois-ci, qui n'a jamais mis les pieds à Poitiers, je le précise, à une femme, cette fois-ci, une reine légitime, alors qui était connue donc des Aquitains et des Poitevins, qui est Aliénor d'Aquitaine. Donc, elle a marqué l'histoire aussi parce qu'elle était reine 2 fois. Oui. Elle était reine de France, elle était reine aussi d'Angleterre. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine et oui. le rôle qu'elle a joué dans l'histoire de France? Alors, Aliénor d'Aquitaine, donc, jeune fille qui naît, on ne sait pas où, qui naît quand, on ne sait pas quand, mais toujours est-il qu'elle naît donc fille de Guillaume X. Il y a plusieurs versions sur sa date de naissance. Oui, oui. Et elle naît donc fille de Guillaume X d'Aquitaine, petite fille de Guillaume IX, Guillaume le Troubadour, et un drôle de personnage celui-là. Et donc Aliénor, très rapidement, va devoir évidemment répondre à une stratégie matrimoniale et donc épouser quelqu'un d'important. Son territoire est plus important, le territoire dont elle va être amenée à hériter est plus important que celui territorialement du roi de France, et donc elle va être amenée à épouser le futur roi de France. Elle va devenir reine de France, ça va pas très bien se passer, elle va surtout ne donner à son mari que 2 filles, et finalement le mariage va s'interrompre, et elle va épouser le futur roi d'Angleterre, devenir reine d'Angleterre.
Alors, ce qui est intéressant pour notre région, c'est ce que Aliénor a fait ici. Et donc, comme vous le savez, je m'occupe aussi de la Fondation du patrimoine avec notre déléguée territoriale Françoise Villain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement l'implication, à quel point les femmes se sont impliquées dans le patrimoine. Aliénor d'Aquitaine, c'est la aula du palais des ducs d'Aquitaine, c'est-à-dire la grande salle. Alors, dans sa configuration actuelle, mais sans les grandes verrières qui datent du temps du duc de Berry. Mais néanmoins, elle fait cette grande salle qui est un instrument de pouvoir. Certes, elle va y organiser des banquets, toutes sortes de choses, mais ça reste avant tout un lieu où l'on reçoit les seigneurs locaux, etc. Donc, c'est une forme de pouvoir. Et puis, Aliénor d'Aquitaine, toujours en lien avec le patrimoine, eh bien, avec son mari, c'est elle aussi qui va entourer la ville de remparts. Et vous en avez encore des traces. Vous avez la tour Bénisson, vous avez auprès de Blossac, vous avez les morceaux de Blossac. On en reparlera peut-être. On peut la voir à la cathédrale de... Bien sûr, on la voit aussi. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est parce que cette cathédrale, on a dit justement la cathédrale de Poitiers, que très souvent c'était elle qui l'avait fait construire. Pas du tout. Cette cathédrale, elle appartenait aux chanoines. Ce sont les chanoines qui, sans doute, parce que la mode avait changé, trouvaient que leur église romane était plus au goût du jour, qui ont décidé de faire une église en style gothique angevin. Et donc Aliénor a mécéné, en quelque sorte, pas toute seule, avec son mari, ils ont mécéné cette cathédrale. Et surtout, ils ont offert l'un des plus beaux vitraux de France, le vitrail de la crucifixion, que vous pouvez voir encore sur le chevet de la cathédrale. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'ils se sont représentés en train d'offrir le vitrail. Donc aujourd'hui, quand on organise, et par exemple à la Guinguette Pictave ou dans d'autres lieux, j'organise régulièrement des manifestations, on récupère des subventions et de collectivités ou on récupère de l'argent auprès de mécènes, de sponsors et systématiquement on met des logos. Eh bien là, c'est en quelque sorte l'invention de la communication, l'invention du sponsoring, du mécénat, puisqu'ils se font représenter tous les deux avec de chaque côté 2 enfants en train d'offrir ce vitrail. Je trouve ça absolument extraordinaire pour l'époque. Elle aurait inventé aussi le storytelling, parce qu'apparemment Henri II, quand il n'arrivait pas du tout à s'incarner, en tout cas auprès du peuple, elle lui a expliqué qu'il fallait dire qu'il descend du roi Arthur, c'est ça? C'est ça. Alors, elle aurait dit ça effectivement, mais beaucoup plus sûr et beaucoup plus intéressant. Elle avait repéré la nécropole royale des rois de France, bien entendu, à Saint-Denis. Et elle s'est dit, mais pour les rois plantagenets, il faut aussi une nécropole. Et cette nécropole, elle va la situer à Fontevraud. Et donc c'est comme ça que vous allez avoir donc Henri II, son propre gisant, vous allez avoir celui d'Isabelle et celui de Richard. Et c'est assez formidable parce que alors là c'est pas du storytelling, mais en revanche c'est une manifestation de pouvoir et d'incarnation du pouvoir. Et là on la voit tenir un livre entre ses mains. Oui. Ce qui est incroyable, en tout cas c'est une première. C'est une première, effectivement. Alors, on peut s'interroger pourquoi ce livre et quel est ce livre. Il y a de fortes chances que ce soit un livre religieux, que ce soit la Bible. Bon, donc, c'est aussi symbolique de toute une époque, tout simplement. En tout cas, elle a incarné quand même une forme de pouvoir, qui, vous le dites, en tout cas, il a été plus forte que le roi, mais elle a été aussi sa vassale. Bien sûr. En fait, c'est ça qui est très compliqué au Moyen-Âge, c'est que quelque part, vous êtes toujours un seigneur de quelqu'un et en même temps le vassal d'un autre. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Aliénor, certes, a eu une destinée assez incroyable, mais vous avez l'une de ses ancêtres qui a quasiment la même destinée, qui s'appelle Agnès de Bourgogne. Agnès de Bourgogne épouse Guillaume V le Grand, donc le duc d'Aquitaine, et à la mort de celui-ci, elle aussi va épouser un Angevin.
et elle aussi va se débrouiller pour avoir le pouvoir, pour exercer la régence, etc. Et elle va mettre en place une stratégie matrimoniale assez incroyable. Une de ses filles va épouser un empereur germanique. Donc vous voyez, c'est vraiment, on a en Poitou, on a en Aquitaine des femmes à la destinée extraordinaire, des femmes de pouvoir, des femmes d'art, et des femmes de culture. Il faut pas oublier que la fille d'Aliénor va développer les cours d'amour, etc. Et je m'occupe aujourd'hui du développement touristique de l'abbaye de Saint-Savin. N'oubliez pas que la magnifique abbatiale de Saint-Savin, avec sa voûte, qui est la plus grande d'Europe du XIe siècle, peinte du XIe siècle, eh bien cette abbatiale est due à une femme qui s'appelait Aumode. C'est Aumode qui va donner de l'argent en conséquence aux moines de Saint-Savin. Ça va leur permettre de construire cette abbatiale qui aujourd'hui est le seul site UNESCO de la Vienne. Vous voyez, oui, des femmes assez exceptionnelles dans la Vienne. Très exceptionnelles et aussi très détestées, j'ai envie de dire, par les hommes et par les moines, parce que ce sont les moines qui avaient la plume à ce moment-là, à ce moment de l'histoire. Et donc, par exemple, c'était pour eux, c'était, alors il y avait la légende dorée, puis la légende aussi noire. Donc, pour revenir toujours sur l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, c'est quand même incroyable qu'elle lance une offensive contre son mari. Qu'elle dit aux enfants, allez, on va renverser papa, en fait, en quelque sorte. Oui, c'est un peu ça, mais c'est quelque chose qui finalement est, je dirais presque dans les mœurs à l'époque. Vous avez toujours ces conflits, il y a toujours un parent qui n'hésite pas à assassiner un de ses enfants, il y a toujours une femme qui va s'opposer à son mari. C'est valable véritablement dans beaucoup de strates de la société. Et pour revenir aux religieux, eh bien les religieux à cette époque-là sont on pourrait appeler ça les penseurs. Nous sommes dans la salle Michel Foucault. Derrière moi, il y a Michel Foucault. Les philosophes de l'époque, entre guillemets, eh bien, ce sont avant tout des religieux. Et ces religieux, à cette époque-là, ils vont commencer effectivement à s'intéresser à la femme. Et vous avez saint Thomas d'Aquin qui va dire, par exemple, que la femme est un être imparfait. Vous avez Odon de Cluny qui va dire que c'est un sac de fientes. Et finalement, les juristes vont aussi s'intéresser aux femmes qui ont un certain nombre de droits à l'époque, qui peuvent avoir une certaine culture dans un certain milieu, et vous allez avoir une phrase de type « À femme, on ne doit apprendre ni lettre ni écrire, si ce n'est pour être nonin », c'est-à-dire pour être religieuse. Donc vous voyez, c'est l'époque où les religieux commence à modifier la perception de la femme, et c'est ce qui va donner petit à petit la perte des droits des femmes 14e, 15e siècle, perte des droits qui va perdurer et s'accentuer par la suite, s'accentuer notamment sous Napoléon avec la femme mineure, bien sûr. Mais avant Isabelle, en fait, oui, déjà, c'est à cause, je crois, d'Aliénor d'Aquitaine, que dans le XIVe siècle, pas les historiens, mais plutôt les juristes, français, instaurent la loi salique, pour que jamais aucune femme ne pourra gouverner en France. Alors, Aliénor d'Aquitaine, en tout cas, allez, je pense qu'Aliénor d'Aquitaine, on lui fait dire, on lui colle sur le dos, entre guillemets, un peu tout et n'importe quoi. Ça me fait penser un peu à Hildegard de Bingen, dont le nom est associé à un peu tout aujourd'hui. En fait, oui, il y a cette histoire de loi salique. Il y a surtout le fait que vous avez un roi qui est décédé, il laisse une petite Jeanne, qui est une fille. Il laisse un fils posthume, Jean le Posthume, qui va vivre 5 jours, et surtout, il laisse un frère avide de pouvoir, qui n'a qu'une envie, c'est s'emparer du pouvoir, et qui va se débrouiller avec ses juristes pour trouver un système, Aliénor ou pas, pour faire écarter la petite Jeanne, pour s'emparer du pouvoir, tout simplement. Donc, Aliénor, oui, pourquoi pas, mais c'est surtout une démarche personnelle d'ambition.
tout simplement. Donc finalement, les femmes au Moyen-Âge avaient plus de pouvoir, j'ai envie de dire. Ça se Oui. détériore après, en tout cas vers le 19e siècle. En fait, c'est Ah non, 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 ça se détériore pas du tout au 19e siècle. Ça se détériore bien avant. Ça se détériore à partir du 14e, 15e siècle. Prenez par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que 13e, 12e, 13e siècle, vous n'avez pas de division sexuée du travail, par exemple. Ça veut dire concrètement que chacun et chacune peut exercer le métier qu'il souhaite. Prenez Saint-Louis. Saint-Louis, il va partir avec une femme en croisade qui s'appelle Hersente. Pourquoi est-ce qu'il l'emmène? Parce qu'elle est médecin. Donc, ça veut dire que vous avez des femmes médecins, vous avez des femmes copistes, vous avez des femmes qui travaillent dans tous les métiers de l'artisanat textile, sauf le tissage. Seules les tapisseries, un peu comme la tapisserie de l'Apocalypse, vont être réservées aux femmes. Mais autrement, vous allez avoir des femmes qui vont être fouleuses, vous allez avoir des femmes qui vont être teinturières, etc., etc. Vous allez avoir, alors, l'autre jour, je racontais ça, j'expliquais ça, vous allez avoir des femmes qui vont tondre les moutons. Et au contraire, il y a plus de femmes qui tondent les moutons que d'hommes au Moyen-Âge. Ça a fait bondir Serge Prévéraud, qui est un de mes délégués territoriaux de la Fondation du patrimoine, mais qui a été président de la filière ovine nationale. Et il me dit, mais est-ce que tu te rends compte que la tonte des moutons, c'est très récent que c'est ouvert aux femmes? Parce que il y a encore, quand il était jeune, c'est-à-dire qu'il avait 25-30 ans, eh bien, aucune femme ne tondait les moutons. Donc, vous voyez, vous avez les femmes qui pouvaient exercer toutes sortes de métiers, et vous arrivez à la période 14e, 15e, guerre de 100 ans, la peste, vous avez toutes sortes de difficultés économiques, etc. Et petit à petit, comme la femme est un être inférieur, elle va avoir un salaire inférieur. Et puis, en même temps, il y a l'Église qui s'en empare, il y a toutes sortes de problèmes, etc. Petit à petit, la notion de métier d'homme va apparaître, et de ce fait, eh bien, les femmes vont perdre un certain nombre de pouvoirs, dont le pouvoir économique. Il faut penser que vous avez des femmes qui ont joué un rôle économique fondamental dans notre région. Le Poitou, à l'époque, c'était à la fois la Vienne, les Deux-Sèvres et la Vendée. Vous prenez par exemple Boucharde qui était l'épouse d'un seigneur de Mauléon. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle possède des terres en l'île d'Air. L'île d'Air, c'est l'île de Noirmoutier. Ces terres, elle va les bonifier. Ce sont des sols hydromorphes, donc avec beaucoup d'eau, salée bien sûr. Elle va les bonifier, elle va en faire des salines. Et elle écrit d'ailleurs, j'ai établi à mes frais des salines dans le marais neuf de l'île d'Air. Ce marais neuf, aujourd'hui, on peut y aller, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller également. Il y a des salines, eh bien, à l'origine, donc, vous avez Boucharde, cette femme, qui a participé donc au développement économique de Noirmoutier. On parle beaucoup du Choletais, vous avez l'industrie textile du Choletais, eh bien, vous avez une femme, Constance de Magnolet, qui, pareil, a travaillé au développement de l'industrie textile, à l'époque, proto-industrie, bien sûr, artisanat, textile du Choletais. Mais il faut dire que les femmes de l'aristocratie avaient aussi plus de droits que les autres. Alors, les femmes de l'aristocratie, les châtelaines, justement, pouvaient s'occuper de leur domaine. Ah ben bien sûr. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde, certes, mais à partir du moment où vous aviez la possession de quelque chose, c'est-à-dire une ferme, c'est-à-dire une part de moulin, c'est-à-dire un château, c'est-à-dire une échoppe, etc., vous aviez le droit de tester en justice, vous aviez le droit de porter plainte en justice. Prenez par exemple une femme qui possède des terres à Fontaine-le-Comte. Il se trouve que les moines de Fontaine-le-Comte ont tendance à voler, entre guillemets, son bois. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller en justice et elle va porter plainte contre les moines de l'abbaye de Fontaine-le-Comte. Bon, donc c'est une femme aussi, ce sont des femmes qui vont faire du commerce, qui vont vendre des choses qu'elles vont fabriquer, etc. Donc certes, toutes n'ont pas les mêmes droits, bien entendu, mais dans la mesure où vous avez le droit de posséder, eh bien vous avez le droit de faire un bail, vous avez le droit de faire une vente, etc. Tout en sachant que l'homme n'est jamais loin.
Dans les chartes de l'abbaye de Noyers, vous avez un exemple qui est très révélateur, hein. C'est Isabelle de Lusignan, donc comtesse de Lusignan, Isabelle d'Angoulême, qui a été reine d'Angleterre, femme de Jean Santerre. Elle fait un don à l'abbaye de Noyers et elle met son sceau. J'ai eu la charte à l'époque où les archives étaient rue Édouard Grimaud, j'ai eu la charte sur les genoux avec le sceau sur les genoux. Et parce qu'il n'y avait pas de place et à l'époque on était moins regardant pour les archives départementales. Et donc ça veut dire que tout est blindé. Eh bien, son mari va confirmer à la demande des moines l'acte de donation de sa femme. Ça veut dire donc concrètement que l'élément mâle de la famille va toujours confirmer un don. Et ceci, dès les temps les plus anciens, on a une charte par exemple qui concerne Château-Larcher dans les années 800 et quelques, où là aussi vous avez une veuve qui donne un bien, et elle le fait qu'en accord avec ses deux fils. Donc vous voyez à chaque fois l'élément mâle de la famille qui apparaît. Donc là, on a quand même beaucoup parlé des femmes, de femmes de pouvoir, de femmes de premier plan. Mais vous êtes quand même intéressé à des femmes inconnues, des femmes comme qui ont compté, notamment pendant la période sous l'occupation, des femmes qui ont démontré leur courage. Moi, je me suis intéressée, je suis arrêtée sur un passage qui m'a beaucoup marqué. C'était justement combien les femmes ont souffert dans leur peau, dans leur corps pendant l'occupation. Il y avait aussi ce passage dans un des journaux, en tout cas le journal de la Vienne en 1942. Un journaliste fustige en tout cas les femmes savantes et lance un long plaidoyer en faveur de la maternité. Est-ce que vous pourriez nous lire ce paragraphe-là qui est quand même époustouflant? Alors, où est-ce? Alors, normalement, ça commence. Ah oui. Les femmes, en dépit de Molière, sont devenues de plus en plus savantes, disputant aux hommes et la connaissance et le pouvoir. Après tout, pourquoi pas? La liberté d'agrandir son horizon intellectuel ne semble pas a priori devoir être refusée à nos aimables compagnes. Malheureusement, ce libéralisme a pour contrepartie d'ajouter aux causes de la dénatalité un fléau redoutable. Nos étudiantes ont des préoccupations absolument étrangères à la maternité. Voilà. Les événements que nous venons de vivre ont prouvé que les bataillons de nos bachelières n'ont joué qu'un rôle médiocre dans la défense de nos destinées. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la lecture de... C'est votre livre, hein, donc c'est les femmes oui, alors l'Ouest ça, sous l'occupation. C'est un de mes vieux livres. Effectivement, qu'est-ce que ça m'inspire? Que nous étions dans une époque de régression des droits des femmes et surtout de la perception de la femme. Ce qui est très intéressant sous l'occupation, c'est que il y a une véritable dichotomie entre deux attitudes. L'attitude du gouvernement de Vichy qui veut ramener la femme à son expression la plus simple, à savoir la femme qui reste à la maison, qui fait des enfants, qui s'occupe de sa famille, et vous avez la résistance, au contraire, qui met à l'œuvre des femmes qui vont prendre leur destin en main, qui vont s'impliquer, qui vont être hôtesses, elles vont recevoir des résistants, elles vont accueillir des aviateurs tombés du ciel. Je pense par exemple à Madame Berthier à Quincé qui va accueillir le fameux Rol-Tanguy, le fameux libérateur de Paris par la suite. Ils vont tenir boutique aussi. Bien sûr. Elles vont aussi être passeuses de ligne, elles vont faire passer des messages, elles vont faire passer des résistants, des personnes de confession juive, etc. Elles vont plier les parachutes, elles vont nourrir les maquisards. Comme Madame Champion, elles vont soigner les maquisards. Et puis, elles vont s'occuper de faire rentrer des armes, de faire sortir la manufacture d'armes de Châtellerault pour les réparer. Elles vont distribuer des tracts, etc. Jusqu'à soit donner leur vie pour la France, pour notre liberté aujourd'hui, je pense à Édith Augustin, ou jusqu'à la déportation, je pense aux femmes de la manufacture d'armes de Châtellerault qui la semaine prochaine vont être honorées, je pense à René Moreau, à Léon Jamin, à Eliane Lavergne, qui vont être déportées, qui vont revenir et qui vont témoigner sans arrêt de leur implication dans la résistance. Et pourtant, elles n'auraient pas un droit politique tout de suite à jouer, on n'aurait pas le droit de vote. Alors aujourd'hui, nous sommes le 18 juin, donc souvenir très fort dans l'histoire de France. Voilà.
Et donc, justement, c'est le général de Gaulle qui leur donne le droit de voter par ordonnance. Il leur donne le droit de vote quand il est du côté d'Alger. Il va leur donner en 44 et les femmes vont pouvoir voter pour la première fois en 45. Et alors là, ce qui est très intéressant, ce sont les réflexions qu'elles ont eues à l'époque ou qu'elles font encore ou aujourd'hui, enfin qu'elles m'ont raconté, parce que pendant 30 ans, j'ai interrogé des femmes sur cette période. Et alors les réactions, c'était quand vous vous rendez compte que, il y en a une qui m'a dit ça avec beaucoup d'humour, quand vous vous rendez compte que le soulard du coin avait le droit de voter et que Marie Curie n'avait pas le droit de voter. Et puis, deuxième réaction, pour qui avez-vous voté? J'ai posé la question, est-ce que vous avez voté librement? Ah, ben non, j'ai voté ce que mon mari m'a dit. Oh, le curé. Voilà. Le curé peut-être pas, mais ce que le mari a dit. Ça, voilà. Vraiment, ça a été ça. Et mais quand même, toutes m'ont dit, mais c'était absolument merveilleux de pouvoir enfin s'exprimer. On attendait ça depuis tellement longtemps. Et sans l'implication des femmes dans la résistance, c'est clair que on aurait peut-être attendu encore un peu. En tout cas, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est le prisme que vous prenez. Qu'aurions-nous fait à leur place aujourd'hui? C'est ça. Et vous qui avez la transmission, en tout cas dans l'âme, vous êtes enseignante d'histoire, vous continuez de le faire dans tous les lycées de France. Qu'est-ce que vous racontez à des jeunes femmes là, quand vous leur expliquez ce passage, en tout cas cet épisode de l'histoire de France? Ce que je leur raconte, justement, c'est à la fois l'implication des femmes dans la résistance, mais tout simplement l'implication des femmes pour la survie et la survie de leurs enfants, la survie de leur famille. Il faut imaginer que la majorité des femmes ne se sont impliquées ni dans la collaboration ni dans la résistance, mais on avait trop à faire pour simplement se nourrir et nourrir leurs enfants. C'est-à-dire que leur mari était prisonnier, il fallait qu'elle travaille. Prenez par exemple Albertine. Albertine, elle était la femme d'un entrepreneur en maçonnerie, comme on disait, donc un maçon. Impossible pour elle de devenir maçonne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé à s'employer à la guinguette le fleuve l'été. Et elle a travaillé pendant toute la guerre. Sauf que avec les conditions de l'époque, elle embauchait à 8 heures du matin, elle finissait à minuit, et c'était la condition sine qua non pour qu'elle nourrisse ses enfants, ainsi que sa mère qui n'avait absolument rien. Donc vous voyez, c'est tout cela que j'explique. Donc parce que certaines me disent: ah bah oui, mais moi, mon ancêtre, ma grand-mère, ah bah c'est pas bien, elle a pas fait la résistance. Je dis non, mais elle a fait ce qu'elle a pu. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Et puis, ce que je leur explique aussi, c'est que ça a fait véritablement évoluer les choses. Pourquoi? Parce que les femmes, à l'issue de la guerre, ont poussé leurs filles à faire des études. Et si aujourd'hui, ma génération a pu faire des études, a pu avoir un peu faire le métier qu'elle voulait, etc., eh bien, c'est grâce aussi à ces femmes qui se sont dit mais il faut que on aide nos filles à avancer, tout simplement. Isabelle Soler, en tant qu'enseignante de l'histoire et notamment à Poitiers, on ne peut pas ne pas revenir sur cette, j'ai envie de dire, ce fer de lance, ce morceau de l'épisode du roman national, qu'est la bataille de Poitiers, qu'on continue d'enseigner en tout cas aux écoliers de France. Et cet épisode a le mérite en tout cas d'avoir été clair parce que ça tient en une phrase. En 732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Alors, avant de s'intéresser au déroulement de la bataille, quelles sont les sources dont on dispose aujourd'hui pour parler de cet épisode? Alors, pendant très longtemps, on a disposé uniquement des sources françaises, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on utilise également des sources arabes. Donc, ça permet de relativiser les choses, voilà. Maintenant, cette bataille reste néanmoins une source d'interrogation. Pourquoi? Parce que dans l'imagerie populaire, on imagine les Arabes déferlant en nombre sur notre région et donc Charles Martel arrivant à la tête d'une immense armée, etc. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les Arabes, c'était majoritairement des petits groupes et c'était plutôt des razzias qu'ils faisaient. Donc, je pense qu'il faut déjà diminuer l'idée de ce déferlement, voilà.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les historiens s'interrogent encore sur la date exacte. C'est pas forcément 732. C'est pas forcément 732. Oui, on se pose aussi la question de 733. Pourquoi? Parce que certains disent oui, mais il n'y avait pas de bataille en hiver, il y avait eu un problème, enfin bon, etc. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt cette bataille, comment elle est perçue aujourd'hui, et surtout comment elle est instrumentalisée par certains. Je peux vous dire tout simplement, c'est que je déplore l'instrumentalisation de ce fait historique. Alors effectivement, vous avez raison sur ce point parce que les récits des historiens sont souvent parfois récupérés politiquement, notamment par l'extrême droite. Et il y a aussi un autre historien qui est souvent récupéré par l'extrême droite, c'est Marc Bloch dans L'étrange défaite. Je cite cette phrase qui a été reprise plusieurs fois. Et les deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette phrase ? Elle m'inspire que l'histoire a beaucoup évolué depuis. En fait, j'aime beaucoup Marc Bloch, mais il fait encore partie d'une génération qui mettait en avant les grandes dates, les grands faits historiques, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la vision des historiens. Aujourd'hui, on s'intéresse principalement à ce que faisaient au quotidien nos ancêtres. C'est-à-dire, quand on va étudier des batailles, on va s'intéresser à la cantinière, on va s'intéresser aux poilus, on va s'intéresser aux grognards de Napoléon, on va s'intéresser aux pieds qui étaient brûlés par la neige, on va s'intéresser simplement à la vie quotidienne, aux métiers, on va s'intéresser aux petits métiers, etc., etc. On va s'intéresser aux agriculteurs, comment les paysans d'autrefois vivaient, comment ils allaient au moulin, etc. Et puis dans quoi ils habitaient, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur inventaire, dans les inventaires après décès. Ils avaient un lit à la duchesse, ils avaient une paillasse, ils avaient une mauvaise poêle, ils avaient un mauvais chaudron, ça veut dire un chaudron abîmé, un trépied, etc. Et aujourd'hui, on a une vision complètement différente de l'histoire. Ce qui nous intéresse, ce ne sont plus les grands faits, en fait, mais simplement la vie de nos propres ancêtres. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. En fait, je ne m'intéresse pas du tout aux batailles, aux choses comme ça. Je m'intéresse à ce qui a fait le quotidien de mes ancêtres, de nos ancêtres d'une façon générale. Et quand je donne des conférences, c'est exactement ce que j'essaie de mettre en valeur. Comment, dans un contexte souvent difficile, de guerre, d'épidémies, les pestes qui ont été récurrentes, de maladies, la lèpre, de crise économique, de réchauffement climatique, de refroidissement climatique, de destruction de récoltes. Comment, au milieu de tout ça, eh bien, nos ancêtres ont réussi à survivre, à transmettre en fait la vie de génération en génération pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est aussi la culture qu'ils ont pu véhiculer, qu'ils ont pu développer à un moment, comment cette culture a changé, comment l'art a évolué, comment on est passé d'une époque extrêmement religieuse à une déchristianisation, etc. Vous voyez, c'est tout ça qui m'intéresse. Justement. Et beaucoup moins finalement à tout ce qui est bataille ou grand personnage. Alors, juste, on va revenir à vos amours. En tout cas, vous avez écrit un livre remarquable qui s'appelle Poitiers remarquable, en partenariat, en tout cas en collaboration avec un photographe, Patrick Lavaux. Alors là, j'apprends, je ne connaissais pas ce nom. Je savais que Poitiers, on l'appelait la ville des 100 cloches, mais je ne savais pas qu'on l'appelait la ville des 3 S. Alors, on l'appelait la ville des 100 clochers, pas cloches, parce que du coup, il y a généralement 2 ou 3 cloches par église, donc ça, voilà. Non, des 100 clochers, pourquoi? Parce que il y avait la cathédrale, bien sûr, on a eu jusqu'à 26 paroisses, entre 24 et 26 paroisses, et énormément de couvents, pré-révolutionnaires et ensuite post-révolutionnaires. Et les 3 S,
la ville sainte, justement, la ville sainte, Saint-Hilaire, Radegonde, etc. Et puis S, deuxième S, la ville savante. En effet, pendant la guerre de Cent Ans, les théologiens, les juristes de Paris, un certain nombre se sont retrouvés à Poitiers, ce qui a fait que, donc je fais ça en raccourci, ça nous a permis en 1431-32 de créer l'université de Poitiers. C'était d'ailleurs courant de dire faire son droit à Poitiers. Voilà, exactement. Certains l'ont fait et c'était tout à fait logique. C'est Jean Yarnard qui a étudié tous les étudiants de toute l'Europe, notamment l'Europe du Nord, qui viennent étudier à Poitiers. C'est absolument fabuleux. Donc, nous avions cette université, deuxième S, et le troisième S, S pour salle. Poitiers, c'était une ville sale, tout simplement. Alors, il faut imaginer donc une ville avec des rues étroites, des rues médiévales. On les voit encore. On a la rue de la Chaîne, on a des petites rues quand même, le puits de la Caille, etc., qui sont des rues quand même assez étroites. Et il faut savoir que les déchets, il y avait pas forcément de tas de compost, il y avait des tas de fumier, mais surtout il y avait la rue et donc ça donnait une ville assez sale. En tout cas, la ville de Poitiers, alors dans d'autres ouvrages, elle fait pas du tout l'unanimité auprès des voyageurs ou des écrivains. Alors soit c'est noir, soit c'est blanc. Je pense à ce passage de Saint Radegonde à Saint Fortunat, elle leur dit Poitiers c'est une ville qui n'attire pas, mais elle retient. Mais en tout cas, il n'y a pas de juste milieu entre les deux. C'est vrai que Poitiers a été extrêmement critiqué par certains. Je pense à certains voyageurs britanniques notamment qui l'a décrit en disant oui, c'est une ville sombre, sale, sans grand intérêt, etc. Mais en même temps, vous avez un certain nombre d'écrivains qui l'ont choisi comme lieu de roman, lieu de vie. Rabelais, c'est un peu, il en parle bien entendu parce que il a habité ici, il a habité au Doyenné Saint-Hilaire, il était le secrétaire du doyen de Saint-Hilaire. Donc voilà, c'est donc un certain nombre d'auteurs en parlent et Poitiers certes n'attirait pas, mais Poitiers a quand même attiré puisque elle a attiré au Moyen-Âge beaucoup de personnes. Par son université, elle a attiré aussi. Et je pense que Poitiers, c'est une configuration en W, mais son histoire, c'est aussi un peu un W. Vous avez la grandeur gallo-romaine, avec les arènes, avec une ville extrêmement importante, avec ses rues à portiques, avec ses égouts, ses aqueducs, etc., ses thermes, bien entendu, ses temples. Et puis ensuite, les invasions, donc voilà. Ensuite, on a la ville médiévale qui a son palais des ducs d'Aquitaine, qui a son église absolument magnifique avec sa façade, donc Notre-Dame-la-Grande, une cathédrale gothique, des églises magnifiques. L'un de mes ancêtres a fait construire, parce que c'est pas lui qui l'a construit, mais a fait construire Montier-Neuf. Vous avez l'église Saint-Hilaire, vous avez le baptistère, enfin bon, des lieux assez emblématiques, un château triangulaire qui a disparu. Vous avez l'attractivité de Poitiers grâce à son université. Au moment de la Renaissance, Poitiers devient une ville d'imprimeurs, d'imprimeries. Vous avez aussi quand même le protestantisme avec une ville essentielle. Calvin est venu ici. Vous avez les premiers textes des protestants qui ont été rédigés ici à l'hôtel Jean Bosset à côté de l'hôtel de ville actuel. Et ensuite, vous avez un certain déclin, je dirais presque un déclin jusqu'au 19e siècle, date à laquelle Poitiers renaît en quelque sorte avec l'arrivée du chemin de fer, 1851, l'arrivée des militaires
et puis le XXe siècle. Le XXe siècle avec, là c'est un peu différent, une ville dynamique, mais peut-être un peu un transfert d'attractivité vers la technopole du Futuroscope, Chasseneuil, etc. Mais Poitiers reste une ville attractive aujourd'hui, qui continue d'attirer. On a toujours des startups qui arrivent. On l'a vu après le Covid, beaucoup de personnes qui sont venues s'installer à Poitiers parce que c'est une ville où il fait bon vivre, tout simplement. Tout à fait. Isabelle Soudard, nous arrivons à la fin de cette émission et je vous poserai ma question fétiche. Je sais que vous êtes une amoureuse de Dalida, mais si vous deviez vous exiler sur une île sans un disque de Dalida, mais avec un seul livre pour bagage, vous choisiriez lequel? La force des choses de Simone de Beauvoir. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. C'est une femme qui m'a beaucoup marquée, qui m'a dit il faut que tu t'intéresses à la vie des femmes. L'histoire c'est bien, mais on n'a pas encore assez parlé des femmes. Donc toi tu es historienne, bats-toi pour que l'on sache ce que les femmes ont fait de leur vie au cours des siècles. Merci beaucoup. Merci Diane.